Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. Super Friends, c'est l'émission qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la pop culture et la culture comics par le travail. Si vous écoutez l'émission depuis quelque temps, vous savez qu'on adore recevoir chez nous des auteurs, des artistes, des autrices, des éditeurs, des organisateurs de festivals, bref, voilà, toutes ces personnes qui, d'une façon ou d'une autre, font vivre la culture qui nous passionne au quotidien. Et aujourd'hui, on va aborder la sortie en VF d'un album qui s'appelle Big Black Stand at Attica. C'est édité chez Panini Comics après avoir été publié aux États-Unis chez Archaia et donc un label de Boom Studios. Donc c'est un titre qui est écrit à titre posthume par Frank Big Blacksmith sous un script de Jared Reinmuth et illustré par le dessinateur Améziane. Et aujourd'hui, on va parler de cet album avec son artiste Améziane puisqu'il est français, donc forcément c'est toujours plus simple de les recevoir. Améziane, bienvenue sur First Print. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi que tu sois avec nous puisque voilà, comme je disais juste avant, c'est vraiment toujours super sympa en fait de voir des dessinateurs français travailler voilà, sur de la bande dessinée américaine et particulièrement donc sur ce récit qui on va le voir avec toi donc revient sur des événements très importants de l'histoire des États-Unis et sur des événements qui font encore hélas écho à pas mal de choses qui se déroulent dans l'actualité. Mais avant tout cela, Améziane, vu que c'est ton premier passage sur First Print, ce ne sera pas ton seul passage, je pense qu'on va te recevoir pour parler d'autres choses. Là, je fais juste un petit peu de teasing. Mais vu que c'est ton premier passage, est-ce que tu peux d'abord un petit peu simplement te présenter à celles et ceux qui nous écoutent, nous dire, alors tu t'appelles Améziane, mais voilà, nous exposer un petit peu ton parcours, depuis combien de temps tu fais de la BD, tout ce genre de choses-là. Alors moi, je fais de la BD depuis en février de l'année prochaine, ça fera 20 ans en fait. Et avec j'avais commencé par de la science-fiction, j'avais écrit une histoire avec un ami qui devait être normalement une espèce de saga gigantesque en 6 tomes, et malheureusement les éditions Nucléa ont dû arrêter tout de suite. Ensuite, j'ai adapté en bande dessinée, en roman graphique, mon auteur mexicain préféré de polar qui s'appelle Paco Ignacio Taibo II, sur l'un de ses meilleurs romans qui s'appelle À quatre mains, Cuatro Manos en version originale. L'éditeur Emmanuel Proust, avec qui on avait commencé, a cessé aussi de publier, donc ça faisait 2 sur 2 pour les 2 premiers albums. J'étais très content. Et ça t'a pas découragé? Non, ça m'a pas découragé parce que je sais pas faire grand chose d'autre, donc du coup j'ai continué à balancer tout un tas de projets en essayant que ça prenne, et je suis arrivé chez Casterman où j'ai fait Bagman en fait. Bagman, ça a été donc Bagman en 2013. En 2013, voilà, aux éditions Caster. Ça a été, on va dire, mon premier bouquin tout seul, scénario, dessin, design, tout ça. Donc j'ai fait ça en 6 mois top chrono, entre l'idée et le bouquin rendu. Et je me suis dit que c'était pas mal du tout quand même comme performance. Et j'ai commencé à m'appeler Amazing Améziane à partir de ce moment-là. Donc j'imagine qu'il y a une référence à Amazing Spider-Man peut-être là-dedans. Non, en fait, il y a une référence à Muhammad Ali que j'adore, qui disait il faut toujours se vanter jusqu'au moment où vous en avez plus besoin parce que votre travail parle à votre place. Et j'avais gardé ça. J'avais un petit print de Muhammad Ali contre Superman, je veux dire, dans ma chambre, que je gardais, que je regardais dès que je levais la tête. Et quelques années plus tard, je me suis dit, mais attends, ce serait bien de faire une biographie sur Muhammad Ali, parce que l'histoire de ce gars est franchement extraordinaire. Et dès que j'ai donc travaillé avec ma compagne, Sybille Tito de la Croix, avec qui on essayait pendant des années et des années de monter des projets, mais on était un petit peu empêché par tout un tas de considérations, comme une femme ne peut pas écrire des histoires d'aventure, des choses comme ça. Alors, parce que tu parles de choses dans les années 2010 quand même. Donc Je parle de choses dans les années 2010, c'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que être une femme quand on fait de la bande dessinée, c'est quand même un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on aime bien les femmes qui font de la bande dessinée dans les bandes dessinées, on va dire,
on va dire féminine, faute de meilleurs termes. Mais si une femme essaye de faire la même chose qu'un homme, c'est-à-dire d'écrire exactement ce qu'elles font dans la littérature, et que ça n'a jamais posé de problème, eh ben, de temps en temps, on a des remarques qui sont assez surprenantes. Okay. Donc là, Sybille s'est dit, je vais écrire un bouquin de boxe. Et je vais en savoir mieux sur la boxe que tout un tas de personnes qui vont voir ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle en sait plus sur la boxe que moi. Et donc, nous avons fait ce bouquin-là. Ça s'est très, très bien passé. Et le bouquin a été traduit quasiment un mois après notre sortie chez Dark Horse, aux États-Unis. Et ça nous a fait remarquer. On a eu d'autres traductions. Ensuite, je fais des jumps, hein, mais je ne fais pas tous les bouquins parce que j'en ai fait presque 20. Donc, du coup, on arrive sur Jared. Pendant que moi, je faisais de la bande dessinée, lui, il avait écrit le script de Standa Attica d'après le récit de Frank Smith quand il était vivant. Et il comptait en faire un film, en fait. Ah, d'accord. Parce que Frank Smith était vraiment fan de western. Son film préféré, c'était Shane. Et il pensait qu'un film, ce serait vraiment intéressant sur un sujet comme ça, pour faire passer l'émotion, tout ça. Frank est mort en 2003. C'est quelqu'un que tu avais pu... Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Non. Moi, j'ai rencontré... Tu vas voir l'histoire, hein, c'est intéressante. Je vais pas trop vite, alors. Non. Tu vois, Jared veut faire cette histoire, donc il écrit, il termine l'histoire. Une fois que le chagrin est passé, même s'il a mis vraiment des années à passer, il fait l'histoire, il essaye d'en faire un film, il essaye de l'envoyer aux productions, ils n'en veulent pas vraiment. À un moment, ils ont un contact avec Spike Lee, mais ça marche, ça arrive pas vraiment à se concrétiser parce qu'ils décident de faire un autre film, je me rappelle plus lequel. Et ils se disent, ben voilà, c'est fini, on a fait le tour, personne n'en veut. Et son meilleur ami et collègue Patrick Kennedy lui dit, mais tu sais, les graphic novels, ils ont vraiment changé. On peut vraiment faire des trucs intéressants maintenant. Je serai toi, j'irai voir. Donc ils se prennent par la main, ils vont tous les deux à la grande librairie new-yorkaise qui s'appelle The Strand et ils ouvrent tous les graphic novels qu'ils trouvent en se disant on va bien trouver quelqu'un. Donc ils étaient à la recherche d'un artiste. Ils étaient à la recherche d'un artiste pour dire il faut que quelqu'un visualise ce truc, donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit en plus dans le délire, qui arrive à comprendre quoi. Ouais. C'est une histoire très forte, assez violente aussi, beaucoup de racisme, donc du coup c'est très important qu'on ait quand même quelque chose de relativement réaliste. Donc, il cherche un peu dans tous les sens. Il ne trouve pas tout de suite. Jared se retourne, voit un petit livre avec une couverture jaune. C'est mon bouquin de Mohamed Ali. Il fonce là-dessus. Il le feuillette. Coup de cœur. Il dit, c'est ce truc-là. Il l'achète. Il rentre chez lui. Il le lit. Dès qu'il a fini, il me cherche sur Internet. Il m'envoie un mail. Et il dit, voilà, j'ai une histoire qui se passe, c'est la révolte à Attica en 71. Je lui dis, attends, je t'arrête tout de suite, ça se passe dans les années 70, ça m'intéresse tout de suite. Il m'explique plus ou moins l'histoire. Il me dit que quasiment tout est vrai dans son histoire, à part 2-3 licences artistiques, 98% de tout ce qui est écrit est vrai. Et je fais, ok, ben je lis, je te recontacte, je lis. Je trouve ça phénoménal. Donc c'était un script que lui avait écrit. Un script de film. Je lui dis m'envoie pas la version. Voilà, m'envoie pas la version bande dessinée, ça m'intéresse pas. Je préfère lire un script de film. Je lis le script de film, je trouve ça super. Je fais une image directe qui est dans le bouquin, c'est quasiment la dernière page dessinée qu'on a utilisée, et c'est la page noire où j'ai dessiné Frank Smith, Big Black, tout en noir, où on marque en fait ses dates de naissance et sa date de décès pour figurer dans le bouquin à la fin qu'il est décédé bien avant qu'on fasse le bouquin. Il trouve que c'est super et voilà, et on s'est lancé là-dessus et on a travaillé sur l'espace de 2 ans et demi, et ce qu'il faut savoir, c'est que on a travaillé un peu comme Mazzarello et Risso ont travaillé, c'est-à-dire pendant les 2 premières années on s'est pas parlé. On s'est envoyé juste des mails, et juste par mail, on est juste devenus mais archipotes. Et après, on avait peur en fait de se parler. On s'est dit, on n'a pas commencé dès le début, on va continuer comme ça, on finit le livre. Et on a fait un zoom et on s'est vu et on a entendu notre voix pour la première fois à ce moment-là, 2 ans après avoir commencé à travailler ensemble. Et en étant déjà très très proches en fait. D'accord. Je vais refaire un saut dans le temps juste en arrière pour revenir un petit peu justement parce qu'on parle de dessin réaliste, parce que c'est effectivement quelque chose qui caractérise en tout cas notamment sur Standa Attica ton dessin.
ton école de dessin, elle vient d'où alors, et à partir de quand t'as commencé à dessiner? Moi, mon école de dessin, elle remonte à quand j'avais 5 ans. J'étais au marché, ma mère m'a tendu 2 bandes dessinées, je savais pas encore lire. Il y avait un Tintin d'occasion et Strange numéro 93. Les fameux. Et j'ai pris Strange et voilà, c'était fini. J'étais foutu. J'ai appris à lire dans les Strange, à l'école aussi. Et voilà. Et j'ai continué. Après, j'ai lu en VO. J'ai lu en VO parce que Lung a décidé d'arrêter Daredevil. Quand ils faisaient Born Again, ils ont fait les 4 premiers épisodes, ils ont arrêté la publication, ils ont fait « Salut les gars, on arrête, c'est trop violent ». Ouais, c'est ça, parce que Lug censurait déjà une partie de ses productions. Et il coupait tous les sabres étaient coupés. Dès qu'il y avait un sabre qui traversait un membre d'un ninja, derrière c'était coupé. Donc en fait, ça commençait par un sabre, ça finissait par un poignard. Ça, je m'en foutais. Par contre, ne pas avoir l'histoire de Born Again, où déjà Frank Miller était l'un de mes auteurs préférés. J'étais jeune, mais quand même, j'avais retenu le nom de ce mec-là et je cherchais le nom de ce mec-là à chaque fois. Là, j'ai dit, ça va pas être possible. Donc, je suis passé en VO, quoi. Et au milieu des années 90, il y a Vertigo qui est sorti en 95. Et à ce moment-là, j'ai failli arrêter les comics à ce moment-là parce que ça commençait un peu à me saouler, les trucs de super-héros, en tout cas dans le style de cette époque-là. Et quand j'ai vu les trucs de Vertigo, quand j'ai lu Preacher, quand j'ai lu tous ces trucs-là, quand j'ai lu Hellblazer, ouais, pardon. J'ai fait, bon, voilà, c'est ça, quoi. Je veux faire ça. Non seulement je veux faire ça, mais je veux faire ça avec eux. Le problème, c'est que j'ai jamais eu l'occasion. Et après, j'ai commencé à travailler en France et ça s'est enchaîné. Et du coup, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, je vais faire du comics ici. On va me proposer des albums grand format. Eh ben, je vais les remplir d'une narration comics et je vais doubler, tripler les pages pour avoir le nombre de pages que je veux pour les bouquins quand on m'autorise. Mais même, par exemple, le premier bouquin que j'ai fait au Lombard, qui s'appelle Clan, c'est une sorte de version moderne de Zatoichi dans l'univers de Kitano. C'est déjà un double album, c'est déjà un 96 pages en fait. Ouais. Tu voulais absolument pas te limiter au 48 Ah mais je peux pas, en fait. Je peux pas faire une histoire en 44 pages. Je l'ai fait qu'une fois, c'était un bouquin jeunesse et ça devait être le premier tome d'une histoire en trois parties. On n'a jamais eu la suite. Donc c'est ça aussi, c'est qu'en France, des fois, l'éditeur est super enthousiaste, il signe une série, mais dans mon cas, soit il fait faillite, donc c'est vrai que sur tes deux premiers, on n'y peut rien, c'est la faute à pas de chance. Mais de temps en temps, ils vont pas jusqu'au bout des séries pour encore plein de raisons, soit parce qu'ils en vendent pas, soit je sais pas, c'est pas mon boulot de voir ça. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de séries que j'ai commencé qui n'ont pas été finies. Du coup, maintenant, j'arrête, je fais plus de séries, je fais que des one shots. Les plus gros possibles, tant qu'on me laisse. Et comme ça, le lecteur, il a un gros bouquin. Et finalement, ça ressemble à un trade de comics, quoi. Tout simplement. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment la façon de faire la BD américaine qui t'a plu. Alors, ce que je comprends que voilà, tu veux pas faire des séries en franco-belge standard, mais même que tu voulais travailler pour l'industrie américaine quand tu lisais Vertigo et tout ça, c'est quoi ce qui te plaît vraiment dans la façon américaine de penser, pour moi, la différence entre la bande dessinée, le comics et le manga, c'est une histoire de format et de narration. Le format manga et comics est plus petit. Donc, du coup, il y a a fortiori moins de cases. Et du coup, plus de pages. Donc, on peut avoir, en tant que dessinateur, plus de marge pour pouvoir jouer. On peut faire plus de pleines pages, plus de pages de double page, plus d'effets. Alors qu'en bande dessinée traditionnelle, 44 pages, on compte chaque case. Et on peut pas, si on fait une double page, on a l'impression de voler l'éditeur, mais en plus on a pris un 22e de la page du bouquin. Donc c'est un véritable problème. Et si on peut pas avoir la suite, si on peut faire 44 pages et comme moi, on se retrouve à ne pas pouvoir signer des suites, je peux pas faire des histoires de 44 pages, je peux pas faire des historiettes, ça m'intéresse pas en fait. Donc du coup, cette histoire de format, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle des effets à la tourne. C'est-à-dire que si je vais faire un suspense sur les pages 4 et 5,
la résolution sera sur la page derrière quand je vais tourner. Donc, le lecteur va à chaque fois être surpris dès qu'il va tourner la page. Alors que si, par exemple, je suis sur une double page de franco-belge, 44 pages, et que je dis « Mais qui a tué le colonel Moutarde ?» et que c'est sur la page d'à côté, mon œil voit qui a tué le colonel Moutarde. Et l'effet, il est cassé. Mais tu pourrais aussi faire un page turner sur du franco-belge en mettant la réponse de l'autre côté. Oui, mais le problème, c'est que quand je regardais ça, ils le faisaient pas forcément. Maintenant, les mecs le font un peu plus, mais j'ai vu une fois sur un album de Torgal où il pose une question sur la page de gauche et la page de droite, il y a la réponse. Ouais, d'accord, donc, et moi, j'ai trouvé, ça casse un peu l'anticipation. C'est ça. Et puis, je me suis dit, si Van Damme peut pas le faire, je vois pas comment je vais pouvoir réussir à pousser pour avoir... J'aurais pas de page de plus. Donc, voilà. Tout ça est une histoire aussi de format. J'aime bien les histoires plus longues. Pour moi, une histoire de base, enfin le minimum de pages pour faire un bouquin formidable, c'est 88 pages, c'est Batman de Irwan Miller et Mazzucchelli. Pour moi, on peut pas descendre en dessous de ça si on veut raconter une histoire qui se tient un minimum. Il y a sûrement des contre-exemples, mais je me tiens là-dessus. Donc du coup, 4 comics de 22 pages, au moins 2 albums 44 pages, c'était ce que je visais en fait. Et même ça, j'arrivais pas à l'avoir. Donc du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, maintenant, je fais des bouquins de 180, 120 pages et je fonce là-dessus et je me débrouille pour faire ça. Okay. Tu citerais qui un petit peu comme influence? Parce que donc on a entendu Frank Miller, David Mazzucchelli là dans ton discours. Tu as d'autres influences évidentes que tu arrives à citer ou tu t'es imprégné juste de tous les auteurs et artistes? Non. L'influence la plus évidente, la première, c'est Miller. La deuxième, c'est Sienkiewicz. Okay, parce que le Electra Assassin m'a cramé la rétine, mais au point où, quand je l'ai lu, j'avais lu les 2 premiers tomes parus chez Delcourt à l'époque, l'un des quasiment les premiers bouquins qu'il a fait, et j'étais fan de Sienkiewicz avec New Mutants, mais là c'était différent. Et du coup, j'ai pris les bouquins, je les ai lus, je les ai posés, je me suis dit, mais non, j'aime pas. Mais c'était un bouquin de Miller, donc je pouvais pas lâcher. Donc je l'ai posé, je l'ai mis sur ma table et je revenais tous les mois, je refeuilletais encore un peu. Et au fur et à mesure, je commençais à comprendre petit à petit l'énergie, la liberté qu'ils avaient créée là-dedans. Et 1 an plus tard, j'ai recommencé à zéro. Et j'ai tout lu et j'ai juste adoré. Et je m'étais dit, voilà, c'est ça que je veux faire quand je serai grand. Voilà, si je suis auteur de bande dessinée ou de comics, je veux faire ça, je veux faire de la couleur peinte, je veux pouvoir changer de style quand je veux pouvoir faire des illustrations et après faire un truc d'animation, je veux pouvoir être totalement libre de raconter ce que je veux que les histoires soient plus complexes que ce que je vois d'habitude. Et Electra Assassin a changé complètement le jeu, en fait. Ça a créé, pour moi, ça a été la création de la couleur peinte en tant que telle. Ça existait avant, Corben, tout ça, mais là, c'était dans le mainstream. Il l'a fait chez Marvel. Et ils ont vendu des caisses à l'époque. Ils avaient même pas pour Sienkiewicz, ils avaient même pas de forfait pour la couleur peinte. C'est Sienkiewicz qui a fait tout ça. Et il a créé toute une génération avec Dave McKean, Kent Williams. Donc, moi, je voulais faire ça. Et quand j'ai fait mon école d'art, et ben, du coup, au fur et à mesure, j'ai appris l'histoire de l'art, j'ai compris qui était Klimt, Egon Schiele, donc tout de suite je suis revenu sur Sienkiewicz, je me suis fait mais ça y est. Donc plus je lisais, plus j'apprenais des trucs culturellement, et plus je commençais à comprendre quelles étaient les influences de Sienkiewicz. Jusqu'à ce que je lise quasiment une interview où il expliquait qu'il avait son studio à New York et que le matin, il faisait son petit footing, il allait au musée, au MoMA ou un truc comme ça pour aller voir des trucs formidables, pour s'imprégner comme une espèce d'éponge électrique, il revenait chez lui et en catharsis, il faisait les pages. Il les envoie à Miller et Miller, il change son texte parce que le but était que tous les deux courent comme des espèces de chevaux complètement en folie dans la pampa et ils devaient chacun faire la course dans leur coin. Et aucun des deux devait gagner. Ils devaient être bons tous les deux. Et cette logique, c'est la logique qu'on a adaptée quand on a fait Muhammad Ali avec Sibylle. Elle faisait le texte. Je touchais pas une seule virgule, rien du tout. Moi, je faisais le dessin comme je voulais. Et le but était de la surprendre au maximum et de la pousser à ce qu'elle aille encore plus loin, en fait. Et du coup, Sienkiewicz-Miller, c'est vraiment la team qui m'a marqué à fond.
jusqu'au début des années 90 où j'ai découvert Akira. Et à ce moment-là, ça a fait un espèce de branchement vers le manga. Et du coup, maintenant, mes deux lignes, c'est Sienkiewicz et Otomo. C'est évidemment inconciliable, mais c'est la vie. Ouais. Donc j'aime les deux et je saute de l'une à l'autre en fonction des projets. Je suis plus manga quand je fais clan et quand je fais certains trucs de polar. Quand je fais des graphic novels et des biographies, je suis plus Sienkiewicz. Et j'oscille entre les deux et je rattrape du Toth, Alex Toth, que j'ai récupéré assez tard, mais dans lequel je suis archi fan. John Buscema aussi, pendant des années avec des copains. La façon le bouquin là, l'art de dessiner Marvel par Buscema, on l'avait offert à un copain pour son anniversaire pour se moquer, et vous lui avez piqué après, et je l'ai relu des années plus tard et je me suis dit mais en fait c'est une tuerie, c'est tous les Conan, je les ai analysés comme un taré. Et d'ailleurs, pour en revenir à Big Black, mes deux influences graphiques majeures sur Big Black, c'est John Buscema, ancré par Klaus Johnson, et Emory Douglas, qui est un artiste, c'est celui qui a créé en fait le logo des Black Panthers et qui est leur ministre de la communication en fait. Et c'est un artiste formidable qui a un style semi-naïf, politiquement engagé parce que c'est un Black Panther et en même temps très très fort. Et ça a été c'est la base de la dichotomie des styles de Big Black en fait. Quand je fais une rupture de style avec des trames très plus pop, avec des couleurs plus flash, c'est une référence directe à Emory Douglas. Okay. Parce qu'en plus on a des Black Panthers qui sont dans le bouquin, donc ça se passe en 71. Tout ça est très cohérent. Ok, j'ai juste une dernière question avant de rentrer dans le vif de Big Black, pour savoir en fait, quand tu as fait ton école d'art et tout ça, est-ce que enfin, tu sentais une différence vraiment dans ton rapport à la BD et à tes influences américaines par rapport à ce que les autres faisaient dans leur travail artistique? Est-ce que c'était bien vu ou pas d'avoir ce genre d'influence? Moi, je voulais faire l'école du Louvre au début. Et je suis arrivé, je montrais mon book d'illustration à moitié bande dessinée. Ils m'ont dit nous, on fait pas de bande dessinée, la bande dessinée, c'est sale. Mais vraiment, hein, texto, j'ai fait salut. Et du coup, après, j'ai fait une école de publicité. Okay. Et parce que avant de faire de la bande dessinée, c'était très important d'avoir un métier, de pouvoir gagner sa vie. Et en même temps, c'était très important pour moi de pouvoir maîtriser la chaîne graphique, en fait. Je devais savoir comment marche une imprimerie, comment marche le système des couleurs quadrilles, comment fonctionne un ordinateur pour pouvoir faire de la PAO. On parle de ça au début des années 90. Donc PAO, publication assistée par ordinateur. Voilà, c'est ça. Donc c'était pas encore la norme de faire des couleurs ou du lettrage par ordinateur à l'époque, tout ça et tout. Moi, j'ai foncé dessus assez vite. Et d'ailleurs, j'ai travaillé dans la presse comme directeur artistique et je faisais de la mise en page. Donc, du coup, ça me permet, quand je veux faire, par exemple, des fausses doubles pages de magazines dans mes bouquins, comme j'ai fait dans Miss Davis et dans Muhammad Ali, c'est super simple pour moi parce que c'est mon métier, quoi. Et tout ça a une origine dans le Give Me Liberty de Miller et Gibbons. Ils ont fait des fausses pages de Newsweek. Et là aussi, ça m'a carbonisé la rétine et je me suis dit, voilà, ça c'est bien ça, je veux faire ça. D'accord. Donc, on revient donc sur Big Black Stand Attica. Donc, tu disais que tu avais lu le script du film de Jared. Tu étais au courant de cette histoire à la base? Tu avais déjà entendu parler? Je connaissais le fait que c'était une révolte, que ça se passait en 71, qu'il y a eu des morts, tout ça et tout. J'avais évidemment, comme tout le monde, la référence culturelle du film avec Pacino quand il crie Attica, Attica dans un après-midi. Dans Dog Day Afternoon. Donc, j'avais la base, en fait. Mais j'avais pas le détail de l'histoire. Et quand j'ai lu le détail de l'histoire, j'étais assez soufflé, en fait. Surtout que là, c'est un récit qui est vraiment de l'intérieur, quoi. Et c'était encore pire que ce que je croyais. Parce que c'était narré, le script du coup était narré du point de vue de Frank. Oui, pour moi, on raconte sa vie aussi, donc pour moi, c'est encore une biographie. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire une série de biographies que j'appelle ma Saul Trilogy, Muhammad Ali, Angela Davis, avec le titre qui s'appelle Miss Davis et Attica, c'est 2 biographies. Et ben là, c'était la 3e en fait. Ouais. J'ai mis les 3
j'ai fait les 3 en même temps. Et quand je travaillais sur Attica, je travaillais sur Miss Davis en même temps. Okay. Et ce qui est drôle, c'est que Angela Davis apparaît dans Attica. Et le détenu George Jackson, qui était très connu à l'époque, parce qu'il avait écrit un livre qui avait fait vraiment beaucoup de vagues sur cette époque-là, et qui parlait du milieu carcéral, était, comme on appelle ça, intimement lié avec Angela Davis. Et on le voit en fait dans Miss Davis. Donc du coup, je faisais les 2 bouquins en même temps. Les 2 bouquins se passaient en 71 quand elle a été en prison. Donc voilà. Pour moi, les 2 bouquins sont vraiment liés en fait. Ouais, un peu les 2 facettes d'une pièce. C'est la même période, et si on lit par exemple les 2 en même temps, on a une histoire encore plus complète, parce que cette fois-ci, on a le côté de George Jackson et des choses comme ça et tout. Donc toutes ces histoires-là, ce détail-là, il a fallu que je l'apprenne. Donc j'ai fait mes devoirs, tout ça historiquement. Ça, t'as fait beaucoup de recherches alors? J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de recherches aussi pour la simple et bonne raison que c'était pas juste un livre de fiction, ou c'était pas un livre qui était juste une biographie, c'est une biographie qui allait être racontée, mais aussi montrée aux personnes qui avaient survécu à Attica. Jared, son beau-père, c'est l'un des avocats de l'équipe des Brothers of Attica. Les Brothers of Attica, il y a énormément, il y a au moins un grand groupe, là j'ai vu, parce qu'ils ont fêté les 50 ans. Dont Frank Smith était... Donc voilà, Frank Smith était dans les Brothers of Attica, qui ont fait un énorme procès et qui ont réussi à gagner, mais évidemment, la justice américaine s'est débrouillée pour invalider le truc. Donc il y en a un grand nombre qui a survécu. Donc ces gens-là, ils allaient voir les pages en fait. Donc j'étais tétanisé quand on m'a appris ça, parce que je m'étais dit j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Faut que je vais raconter leur histoire. J'ai pas intérêt à déconner au niveau historique, j'ai pas intérêt à faire quelque chose qui soit anachronique, j'ai pas intérêt à inventer une partie de la prison qui n'existe pas. J'étais obligé de chercher la forme des barreaux, chercher la forme, comment ça se passe dans la cour, trouver des photos pour savoir tout ça. Il y a beaucoup de documentation sur Attica. Donc du coup, j'avais beaucoup de documentation, et j'ai fait énormément de recherches pour justement que ce soit juste. Dès qu'on a montré les premières planches aux Brothers of Attica, ils ont trouvé ça super. Donc non seulement moi j'étais soulagé, mais en même temps on était soutenus en fait. Ça nous a vraiment porté pendant les 2 ans et demi sur lesquels on a travaillé sur le livre. Moi je l'ai fait par intervalle, et c'était très important de savoir qu'ils allaient apprécier en fait ce travail, qui est un travail de mémoire en fait. Et d'ailleurs, Boom avait moi je l'ai jamais vu et entendu avant, a inventé cette espèce de terme de graphic mémoire. Au lieu de graphic novel, ils appellent ça graphic mémoire. Et je trouve ça très juste, et ça correspond vraiment à la nature du livre en fait. T'avais envisagé de te rendre sur place? Enfin, je sais pas si c'est possible même de visiter ou pas. Alors non, parce que la prison elle est encore ouverte. Ouais. Si c'est Alcatraz, oui c'est possible, mais à Attica non, c'est pas possible. Et puis oui, j'ai envisagé plein de trucs, mais l'économie de la bande dessinée fait qu'on n'est pas des documentaristes ou des cinéastes qui peuvent voyager à travers le monde. Et 2, c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait, tout ce que j'aurais pu voir là-bas, à part rencontrer les gens pour de vrai, j'avais accès en France en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que les documentaires ils sont là, les photos elles sont disponibles, donc ça justifiait pas forcément d'aller. J'aurais voulu, mais ça n'a pas été possible au moment où j'étais en train de travailler dessus. Donc je l'ai pas fait. Mais j'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose, si ce n'est de rencontrer mes amis. Mais non, je me suis retrouvé devant le pénitencier. J'aurais fait la photo de l'entrée, mais t'auras pas forcément pu de toute façon faire le tour. C'est sur Wiki, quoi. Donc voilà. Donc, effectivement. Et alors, donc à partir du moment où tu as lu le script, tu sais tout de suite combien de pages ça va, comment tu construis alors vraiment à partir du script de film que tu as lu, comment est-ce que tu sais comment tu vas pouvoir construire ça en termes d'album, en termes de découpage? Alors non, je sais jamais combien de pages vont faire mes livres, parce que cette espèce de quête de liberté quand je travaille fait que je laisse ouvert totalement, je fabrique mon bouquin où toutes les séquences fonctionnent en double page en fait. Donc du coup, si je sens qu'il manque quelque chose, je rajoute 2 pages.
Et du coup, ça perturbe pas le reste du livre. Les pages de droite ne deviennent pas des pages de gauche, des choses comme ça et tout. D'ailleurs, maintenant, quand je fais les bouquins, je travaille directement en double page. Ma case, c'est la double page dans laquelle je fais la narration. Mais pour moi, l'unité première, c'est la double page. Ensuite, évidemment, je fais attention à la page parce qu'il y a la coupure avec le milieu. Et après, la case, le rythme entre le début et la fin. Mais donc, je ne savais pas combien j'allais faire de pages. T'avais pas des directives imposées par Boom? Non. En fait, Boom, quand on a envoyé le dossier, on avait fait la moitié du livre. À l'époque, on avait fait 80 pages. Oui, parce que quand le projet se monte, en fait, il n'y a pas un éditeur déjà qui est dessus. Non. On l'a fait de notre côté. Oui, on a produit 80 pages finies, noir et blanc, avec quelques pages en couleur pour montrer. Et on leur a dit, je sais pas combien ça va finir. Je leur ai dit, je sais pas, 140. Voilà. Et le bouquin a fait 168. Donc, ils ont été hyper sympas et hyper open jusqu'à la fin, en fait, de me laisser la marge de mettre autant de pages que je voulais, dans une certaine... voilà. Après, le fait aussi d'avoir fait ces études de publicité et avec une formation édition, c'est que je sais comment on fabrique un livre. Donc, je fais attention au double de 4. Et je sais que c'est plusieurs cahiers qui sont cousus-collés. Donc, du coup, je sais que si je dépasse un certain nombre, ils sont obligés de rajouter un cahier de 8 ou un cahier de 16. Et je sais à partir de quel moment ça commence à leur coûter du blé et à partir de quel moment ça grince. Donc, je fais aussi attention. Je sais comment faire attention, sauf sur le dernier bouquin que j'ai fait sur le Scorsese, où le bouquin m'a complètement échappé et le bouquin fait 384 pages. Il est énorme, ouais. On en reparlera dans une autre émission. Mais voilà. Mais celui-là, entre le moment où j'ai rajouté 28 pages entre le moment où avec Boom on a défini un format et le moment où j'ai rendu le bouquin, j'ai rajouté des doubles pages, j'ai rajouté des effets, j'ai rallongé des séquences. Donc moi je fais pas de croquis par exemple. Okay. Quand je commence ma page, je fais directement à l'encre. Non, je travaille à l'ordi en plus. Je travaille directement à l'écran. Donc, ce que je fais, c'est que j'analyse mon script à fond. Je sais exactement quelles sont toutes les séquences de l'histoire. Tu les visualises dans ta tête? Je les visualise, mais aussi je connais leur ordre, je connais leur importance, je connais leur difficulté et le rythme du bouquin. À ce moment-là, je fais les pages dans le désordre, en fait. Je me dis, aujourd'hui, je vais faire la révolte. Aujourd'hui, je vais faire les pages calmes. Tiens, aujourd'hui, j'ai la grippe. Je vais faire quelque chose où les mecs sont en train de parler. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment crevé. Je vais rattraper les pages que j'ai foirées avant. Et donc, je fais pas une page et je la finis. J'avance. Je m'arrête, j'analyse, je regarde, je recommence. Et du coup, on peut pas savoir dans quel ordre j'ai fait les pages. Mon problème, par exemple, sur certains bouquins, les miens, mais aussi certains de mes collègues, c'est quand le style change au fur et à mesure du bouquin parce que le gars commence à découvrir des trucs qu'il n'avait pas et il refait pas les pages. Et c'est tout à fait normal. C'est une économie différente. Moi, j'harmonise tout, en fait. Entre les pages du début qui sont forcément moins libres et moins efficaces et les pages qui sont faites après un an de boulot, où tu as une aisance, tu connais les persos, tout ça et tout, le style, tu l'as dans la main, et ben, ces pages-là sont diffusées dans tout le livre. Du coup, les pages du début sont pas forcément les premières pages que je fais, et elles sont inscrites à l'intérieur du bouquin, et généralement, je les refais aussi quand je sens qu'il y a une dissonance au niveau stylistique. D'accord. Alors sur cette ordre de page, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir un peu comment tu as découpé les événements en fait du livre, parce que donc on parle de la révolte d'Attica, donc c'est pendant 4 jours en septembre 71 les détenus de cette prison qui ont pris en otage des civils et des gardiens pour protester en fait contre leurs conditions de détention, puisque grosso modo même si ce sont des personnes qui étaient en prison et a priori c'était notamment parce que elles étaient de couleur en fait, elles avaient droit donc à un rouleau de papier toilette par mois
mois, une douche par semaine, et voilà, enfin, des conditions qui sont pas humaines, tout simplement, qui sont pas dans le respect de la dignité, simplement des droits des humains. Et donc, en réponse à cette mutinerie, à cette prise d'otage, les autorités ont décidé, au bout de 4 jours, de tirer, tout simplement, sur les gens. Et donc, il y a une quarantaine de morts, dont... 38 morts, et dont la majorité qui sont en fait des 10 en fait, 10 qui sont des gardes et du personnel pénitentiaire, et 28 détenus essentiellement tirés à distance, soit au fusil à lunettes, mais essentiellement au fusil à pompe. Et au fusil à pompe, à balles, les balles à ailettes, celles qui sont interdites, celles qui font vraiment du dégât. Ils ont tiré, je crois, 10 000 munitions, un truc dans le genre. Voilà. Donc c'est juste, 10 000 munitions en 20 minutes. Ce qu'on peut appeler un massacre. Voilà, c'est tout monstrueux. Simplement. Et le problème, c'est que déjà, ça, c'était un véritable problème. Mais après... Ils ont menti. Avant de mentir, ils sont rentrés dans la prison, ils ont mis tous les détenus ensemble, ils leur ont dit de se déshabiller, donc ils sont nus au milieu de la prison, il a plu, il y a de la boue partout, ils les ont obligés à ramper nus, et ils les ont séparés, ils ont cherché évidemment les meneurs, ils les ont tabassés, torturés. Ils ont pris toutes leurs affaires personnelles, dentiers, lunettes, photos de famille, livres, n'importe quoi. Tout ça a été saccagé, roulé dessus par un bulldozer et ensuite enterré au centre de la cour. Et pendant 3 jours, tabassé à tour de rôle. Donc voilà. Donc ça a été ce qu'ils appellent l'aftermath, ce qui s'est passé après, qui a été encore plus un grave problème parce que c'est vraiment des actes de torture. Et ensuite, ils ont essayé de faire croire comme quoi le personnel pénitentiaire, les gardes qui se sont fait tuer, avaient été émasculés et égorgés par les détenus, ce qui a réussi à gagner, qu'on appelle ça, un peu de momentum dans les médias, jusqu'à ce que le médecin légiste qui s'occupe de l'affaire, qui lui était intègre, a fait une analyse correcte de tous les cadavres, une autopsie. Une autopsie, voilà. Et il a dit aucune trace d'arme blanche, que des traces par balle, généralement dans le dos, à de grandes distances. Donc, aucun détenu n'a tué aucun garde. C'est la police qui a tiré, la garde nationale qui a tiré et qui ont tué le personnel pénitentiaire, qui étaient évidemment les seuls qui les intéressaient parce que les détenus, ils s'en foutaient. Ils avaient essayé de retourner l'opinion et ça n'a pas marché. Et le gouverneur Rockefeller, qui est donc ce formidable milliardaire, Trump avant l'heure, qui voulait évidemment devenir président aux États-Unis, qui était vraiment en bonne passe comme Trump d'y arriver, a voulu faire un effet, comme on appelle ça, de faire le fort vis-à-vis de l'opinion grâce à Attica, en ne cédant pas. Et ça a brisé sa carrière politique puisqu'il n'a pas réussi, qu'on appelle ça, à se présenter à l'élection. Et Frank Smith avait eu la satisfaction de au moins arrêter la carrière politique de Rockefeller. Voilà. Donc, l'ensemble de ces éléments, en fait, de ces événements, alors une bonne partie est quand même présentée dans l'ordre chronologique, ouais. Mais autant, tu vois, dans la construction, tu commences par exemple pas par la fin, mais par le dénouement, parce que ça s'ouvre vraiment avec plusieurs planches pleines où tu vois les hélicoptères qui arrivent, notamment avec les personnes et avec justement l'approche du massacre. Et puis après, tu reviens en arrière, tu fais une courte partie quand même pour expliquer comment Frank Smith est arrivé en prison, donc dans la prison d'Attica. Tu exposes aussi les jours qui ont précédé la vie de la prison, comment Frank Smith était devenu le coach de l'équipe de football de la prison, par exemple. Tu vois, donc comment t'as un petit peu agencé justement le déroulé de ces événements, le fait de commencer par un endroit, puis de faire un petit flashback, puis après d'être plus dans un ordre chronologique. Comment ça se dessine? C'est Jared qui avait déjà fabriqué le script comme ça, c'est-à-dire que le script commençait par Frank Smith, enfin on arrive au-dessus de la prison, on est dans la cour, on voit Frank Smith nu, les bras écartés comme le fabuleux dessin de Da Vinci. Et il est donc les gardes lui crachent dessus, ils lui balancent des cigarettes allumées, ils tirent au-dessus de lui et ils éjectent les munitions vides sur lui mais brûlantes, et il lui colle, comme il est coach de football américain, il lui colle le ballon de football américain sous le menton en lui disant « S'il tombe, on te tue ».
Ils sont autour de lui avec un sabre japonais. Je n'ai jamais compris comment ils ont trouvé un sabre japonais. Et j'ai vu les photos. Il y a un garde qui tourne avec un sabre japonais en menaçant de lui couper la tête. Et ça, c'est le début. Et ensuite, on a une séquence. C'est Richard Nixon, président de l'époque, qui discute avec le gouverneur Rockefeller et qui lui dit ah bravo, ça s'est bien passé. Hein. C'était tous des Noirs? Oui, bon, d'accord. Bon, félicitations quand même, hein, parce que ça s'est bien passé. Et ensuite, on est dans l'ordre chronologique. Donc, Jared a commencé par ça. Et moi, je lui ai dit, ce serait bien de commencer par quelque chose de plus visuel. Toujours en restant dans cet effet d'avoir une séquence avant et après de faire l'ordre chronologique. Et je suis absolument fan de ce bouquin de Frank Miller qui s'appelle 300. Et le bouquin commence par une dizaine de pages, 5 doubles pages, où on a les Spartiates qui arrivent comme ça au fur et à mesure et qui disent nous marchons, nous marchons, nous marchons. Et évidemment, je me suis dit, quand je serai grand, je ferai ça. Et je trouvais que c'était une bonne façon de commencer le bouquin. Donc, on est inspiré, mais on ne pompe pas parce que quand même, il faut respecter le travail des gens. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire 10 pages simples, muettes, qui vont arriver aux portes de la prison. Et après, je pourrais attraper le début de l'histoire de Jared. Donc, on commence par une page de titre où c'est marqué Plantation to Plantation. C'est une référence au fait que les esclaves, quand ils ont été libérés, après l'esclavage, ils avaient nulle part où aller, ils pouvaient pas être propriétaires, ils pouvaient pas travailler, ils ont été obligés de retourner dans les plantations de coton pour travailler, mais comme des soi-disant hommes libres. Et dans les prisons, les directeurs de prison se servent généralement des détenus comme des esclaves en les payant 70 centimes par jour pour un travail d'une journée entière. Et donc, on était un peu revenu à l'esclavage. Donc, on est parti de la plantation et on est revenu à la plantation. C'était ça le terme. Et on voit donc le début de... La première image, c'est la façade de la prison d'Attica, que je voulais qu'on voit tout de suite parce qu'on allait la revoir souvent. Donc, c'était un symbole qu'il fallait qu'on attrape tout de suite. La page d'après, on est sur un hélicoptère qui est en train de survoler la façade et qui arrive vers la cour D, là où sont regroupés tous les détenus. En fait, ils sont 1500, ils sont regroupés dans un coin de la cour. Et on suit cet hélicoptère qui commence à arriver. Il y a une grosse boule métallique noire qui descend accrochée par un fil. On réalise que c'est du gaz. Donc du gaz lacrymogène qui va être balancé sur la prison. Les détenus se rendent compte que c'est du gaz, ils paniquent, ils se mettent à courir. Dès que le gaz est lancé, la garde nationale et les flics sont là et ils tirent. On a la tête de Frank en énorme qui crie « Non !» et le bouquin commence. Et je pensais que c'était un début qui serait assez péchu. C'est l'histoire de mettre un uppercut pour dès démarrer. Le début, pour de dire, commencer par... on va pas rigoler. Voilà, de faire comme Ali pour dire on arrive dès le début et il met un gauche, il met une droite et c'est une insulte pour un boxeur en fait. D'accord. Donc du coup, la première qu'il met, c'est genre poum, il met une droite, il fait voilà. Non seulement je t'ai mis une droite, mais elle est passée et tu vas te rendre compte que ça continue derrière. Donc voilà. Donc, le but, c'est de commencer assez fort comme ça, avec des grandes images. Et ensuite, on retourne, on commence l'histoire avec des cases un tout petit peu plus petites et on suit le déroulé. Et dès qu'on arrive, on continue. La révolte se passe. Et juste avant l'attaque, hop, grande double page. On retrouve l'hélicoptère du début, mais sur une double page cette fois-ci. Et à ce moment-là, on se rend compte que là, ça va être le massacre tel qu'on avait eu des images et des idées avant. Mais là, on va le voir. Et je crois qu'il dure 16 pages, un truc comme ça. Enfin, voilà, techniquement, ça devait être douloureux, quoi. Ça a duré une éternité. Tous les récits que j'ai entendus, vus, lus, c'était l'enfer. Ça devait être quelque chose qui, voilà... C'est pas un concours de chatouille là, franchement c'était quelque chose de gravissime et il fallait que ce soit grave, il fallait qu'on comprenne que c'était l'enfer et tout ça est vu à travers les yeux de Frank
enfin les yeux, le visage de Frank, puisque je tourne autour de lui en fait. Il tourne la tête, il voit un mort, il tourne la tête, il voit un mort, il tourne la tête, il voit des mecs qui courent, il tourne la tête, il voit son copain qui tombe au sol avec une balle dans le dos, et au bout d'un moment, il reste debout. Et c'est son ami qui lui dit couche-toi, parce que ils vont te tirer dessus sinon. Ils te cherchent en plus. Ouais. Mais j'ai justement cette question à te poser par rapport à la représentation en fait de la violence, parce que donc c'est un récit qui dans son ensemble est extrêmement violent. Extrêmement. Parce que donc il y a notamment on va dire le climax de cette mutinerie qui est donc le massacre opéré par la garde nationale, mais tout je veux dire dans tout le bouquin, de toute façon dans la vie de ces détenus et le racisme qu'ils subissent, il y a de la violence, il y a des injonctions qui sont faites, il y a du tabassage, même dans les mots après, donc là c'est plus dans le texte de Jared ou dans les mots simplement de ce que Frank Smith a vécu, où on est sur des insultes ultra racistes, et comment en fait tu fais en fait pour avoir l'équilibre, pour à la fois restituer quelque chose qui soit dans l'exactitude des faits racontés de Frank Smith, sans aller non plus vers une forme qui serait peut-être dangereuse de voyeurisme ou de complaisance avec la violence graphique, parce que quand tu dessines de la BD, et tu pourrais avoir choisi de le faire, de faire quelque chose d'encore plus sanglant ou encore plus pour dire mais regardez, enfin pour avoir une shock value. Et alors autant on n'est pas non plus dans quelque chose qui est agréable à regarder, mais t'es pas non plus dans un extrême où tu te pendrais sur parce vraiment, qu'en fait c'est donc c'est comment tu alors il suffit de purement et simplement de rester, c'est un mot un peu fourre-tout, mais de rester réaliste en fait dans le traitement, c'est-à-dire que on n'est pas chez Tarantino. Voilà, on n'est pas chez Django. On n'est pas, les mecs sont pas censés avoir 36 litres de sang. On est censé montrer l'horreur de la violence. On n'est pas censé commencer à être excité par cette violence. On n'est pas, c'est pas Apocalypse Now. On n'a pas la Valkyrie qui commence à sonner avec les hélicoptères qui foncent, et on bombarde, tout ça. C'est pas ça le truc. On est plutôt dans une violence à la Scorsese, où, comme dans Casino, Scorsese voulait un truc, dire je vais vous faire une violence qui va pas vous plaire. Je vais vous montrer quelque chose d'ultra réaliste, et je vais vous montrer quelque chose quand il y a Tony Santoro, Joe Pesci il voit un mec dans le bar qui insulte Ace Rothstein, Robert De Niro. Il prend le stylo et il lui enfonce dans la gorge. Cette séquence, elle est d'une violence rare. Elle est tournée de façon la plus réaliste possible. Et on est dans quelque chose où on est... Évidemment, on va avoir un sursaut pendant un moment au début de se dire ah, regarde, c'est rigolo. Et à la fin de cette séquence, on est horrifié. Le but, c'est de faire ça. Le but, c'est de dire, je vais vous montrer de la violence, on peut pas passer à côté, et je vais même remettre une couche de violence, mais je vais pas faire du gore, je vais pas faire de la tripaille. C'est pas Spawn. On est dans quelque chose qui est censé être documentaire, réaliste, historique. Je vais vous montrer, je dois vous choquer, c'est obligé. Si vous n'êtes pas choqué, c'est que t'as loupé quelque chose. Voilà, c'est que vous n'avez pas compris, le livre, et même il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a des gens qui sont injustement assassinés, parce que c'est le terme. C'est un véritable problème. Qu'ils aient volé, tué, qu'ils aient fait n'importe quoi, et beaucoup étaient là juste parce qu'ils avaient trafiqué un peu de bœuf à l'époque, parce que c'est le début de la guerre contre la drogue de Nixon. Donc, dès qu'on faisait un petit peu de trafic, on était directement en prison. Donc du coup, une bonne partie de ces gars-là n'étaient pas des gens qui ont fait des choses que c'était pas un quartier de haute sécurité avec des sérieux. Il y a eu l'assassin du Summer of Sam, qui est un serial killer à New York. Il était à Attica aussi, mais pas à la même époque. Mais c'était un parmi 1500 personnes. Sur les 2000 personnes qu'il y a à Attica, il y a énormément de personnes qui sont là des fois pour des problèmes de contravention. Donc et puis c'est une logique qui est pas bonne à entendre, de dire c'est des prisonniers, donc c'est pas grave. Pour moi, c'est grave. Pour moi, les conditions humaines en prison sont hyper importantes. La privation de liberté est déjà quelque chose qui est une condamnation. C'est ce qui est le plus important. Le fait d'être libre, le libre de parler, le libre d'aller où on veut, le libre de faire ce qu'on veut, sans emmerder le monde. Cette privation de liberté, c'est déjà une condamnation énorme. On n'a pas besoin d'avoir une douche par mois. On n'a pas besoin, un papier toilette par mois et une douche par semaine.
Donc ces gens-là ont fait ce qu'ils devaient faire et on les a tués. Donc le but était d'honorer la mémoire de ces gens-là et de faire en sorte de faire comprendre que cette violence, elle doit être la plus réaliste possible. Elle doit choquer pour faire comprendre, tout comme le fait que Frank Smith est entièrement nu au début du bouquin et que l'image, c'est une plongée, c'est vu de haut. Donc c'est-à-dire, on ne va rien masquer. Il n'y a pas d'ombre Marvel, il n'y a pas de... On va mettre quelque chose qui va cacher. Il est nu. On voit tout. C'est nudité frontale, mais c'est pas nudité frontale sexuelle, c'est nudité frontale comme si je montrais des images de camps de concentration. C'est censé vous choquer. C'est pas censé être agréable. Mon style est censé faire passer de façon réaliste les choses. Mais les effets pour la narration sont contrôlés et on n'est pas là pour apprécier la violence. On est là pour, au moment où elle arrive, le bouquin n'est pas très violent d'ailleurs, pendant la majeure partie du livre. On est plutôt dans une ambiance de film japonais où pendant 1 heure, ça monte, et les 30 dernières minutes, comme dans Harakiri, dans Seppuku, c'est 30 minutes de charclage, mais ça a un sens parce que le mec se bat pour ses opinions. C'est exactement la même chose. Ça monte, et on a ça. Et ensuite, on a les répercussions, les conséquences, mais pour tout le monde. Ouais. Et j'ai une question parce que on mentionnait quand même avant quelques changements de style en fait que tu as fait dans l'album, et notamment sur des pages pleines où justement ça devient un peu plus pop art. Tu disais pourquoi du coup notamment une scène où il se bat contre des gardiens de prison après les événements de la mutinerie, quand justement des matons essayent de le mettre entre quatre fers pour le tabasser, il arrive à se défendre. Donc du coup ça c'est des pages qui marquent aussi par la rupture de ton graphique. C'était quoi les intentions derrière? Alors l'intention déjà c'est comme je te disais, Emory Douglas, donc cette influence d'artistes engagés qui avaient dessiné le logo des Black Panthers et toutes leurs affiches. J'adore son style et je le trouve très très fort, et en même temps c'est vraiment une dichotomie stylistique avec tout ce que j'ai voulu faire pour le reste, qui est relativement réaliste, et ça me permet d'avoir un style avec lequel je peux tout dessiner parce qu'il est faussement naïf en fait. Donc toutes les séquences où on a des choses qui sont très compliquées à dessiner ou très violentes, dans lequel c'est pas agréable. En fait, pour moi, c'est pas agréable de dessiner la violence, la torture, les choses comme ça et tout. Je suis très impliqué dans les dessins. Je fais beaucoup de documentation, donc du coup, c'est pas agréable à faire en fait. Mais c'est très important pour l'histoire que ça doit être fait et que ça soit dans le livre et que ça doit être fait d'une certaine façon. Donc du coup, je fais ces changements stylistiques à ces moments-là pour faire remarquer que c'est le moment où ils ont tabassé ce détenu de telle sorte qu'ils ont fait sortir l'os de son bras. C'est le moment où le flic, le garde, avec son masque à gaz qui préfigure une tête de cochon, puisque c'est Emory Douglas dans ses dessins qui a créé cette espèce de concept où on peut traiter les flics américains de pigs sans être inculpé par la police. Donc du coup, il dessinait tous les flics qui étaient avec des masques à gaz, il les voyait, il leur dessinait des groins de cochon, des choses comme ça et tout. J'ai réutilisé ce système dans le bouquin. C'est plus ou moins subtil en fonction de comment ça se passe. Mais donc on voit ces mecs avec ces masques à gaz en tenue complète anti-émeute qui tabassent des gens, mais qui les tabassent pas seulement, qui les menacent d'enfoncer un tournevis dans des parties intimes. Donc ces séquences-là ne peuvent pas être dessinées, enfin pas par moi en tout cas, ça peut pas être dessiné de façon réaliste, mais je peux pas la couper du livre, je suis obligé de le mettre. Donc je trouve un moyen de le faire. Et par conséquent, tous les moments qui vont être graves et importants, et pour montrer qu'on a passé un cap au niveau de la violence, un tel cap que je suis obligé de changer de style, ça me permet de préfigurer ces scènes de cette façon-là. T'as aussi des planches où tu passes avec une narration par des écrans de télé,
Est-ce que c'est emprunté à Dark Knight Returns ou pas du tout? C'est emprunté à Dark Knight Returns, qu'il a emprunté à American Flag de Howard Chaykin. Oui, donc en fait, je l'ai pris à Howard Chaykin. Okay, ouais. Chez Howard, il y avait les écrans. Chez Miller, il a juste récupéré l'ovale de la télé parce qu'il est dans la synthèse. Et moi, j'ai été chercher des modèles de télé des années 70 pour pouvoir repartir à la base et de montrer les écrans de télé. Et surtout, c'était écrit comme ça. Il y a énormément d'émissions de télé l'attaque a eu en direct, en fait. Elle était retransmise par. Ouais, parce qu'ils étaient devant en train ils attendaient pendant des jours et des jours. Le truc, il a duré 4 jours, la révolte. Donc, ils étaient dehors à filmer en attendant qu'il se passe quelque chose. Et évidemment, quand les journalistes ont compris qu'ils allaient rentrer, parce il y avait des avocats, des journalistes qui étaient rentrés à l'intérieur de la prison pour faire les négociations. Et du coup, ils ont eu des images de l'intérieur, ils ont pu voir comment ça se passait, mais surtout, les journalistes qui étaient au fait de comment ça se passait à l'époque, parce que c'était pas la première fois que la police intervenait quelque part violemment, ils comprenaient qu'à partir du moment où ils bloquaient les rues, où ils enlevaient les journalistes, ils bloquaient tout, c'est qu'ils allaient rentrer et que il allait se passer quelque chose. Donc dès qu'ils ont vu qu'ils avaient viré tous les journalistes, qu'ils avaient viré tous les négociateurs, et que cette fois-ci, les flics étaient en ligne pour pouvoir rentrer, ils ont appelé tout de suite la télé pour leur dire « Écoutez les gars, c'est maintenant ». Et du coup, ils ont eu des images. Et ces images-là, elles ont été archivées. J'y ai eu accès par les documentaires et choses comme ça et tout. Et du coup, j'ai pu reprendre l'image du vrai journaliste de l'époque qui dit « Et maintenant, ils vont rentrer, quoi. C'est fini ». D'accord. C'est surtout sur la fin, alors c'est aussi avec le script de Jared, on montre en fait que malgré le combat gagné, en fait, il y a des blessures qui se seront jamais refermées, ni pour Frank Smith, ni pour personne d'autre. Mais tu essaies quand même d'avoir une conclusion, j'ai l'impression, qui essaye d'aller vers l'apaisement, où on voit Frank Smith qui retrouve le fantôme quelque part d'un de ses anciens camarades de prison. Il y avait une volonté aussi du coup d'essayer quand même de terminer le bouquin sur un sentiment un peu plus reposé par rapport à tout ce qu'on vient de dire. De toute façon, le but n'est pas de dire police méchant, détenu gentil, ce serait même stupide comme affirmation. Dans Jared, qui est quelqu'un de vraiment qui a des qualités humaines qui sont vraiment extraordinaires, voulait finir sur « Nous sommes Attica, all of us », nous sommes tous Attica. Mais visuellement, c'était difficile de pouvoir retranscrire ça. Donc, je lui ai demandé la permission d'imaginer le départ, en fait, de Frank. Et c'est pour ça qu'on le voit se réveiller après avoir... on voit à un moment une scène, il est dans la douche, il voit du sang qui commence à couler le long de ses jambes. Il a ce cauchemar de l'émasculation qui a été une menace qui revenait régulièrement. Il se réveille et il explique qu'il a un syndrome post-traumatique, qu'il s'en est jamais remis, mais qu'il a fait sa vie, qu'il essaye d'aider les autres et des choses comme ça et tout. Mais que très souvent, il se réveille par terre, quoi. Parce qu'il dort par terre, c'est le seul endroit où il peut se réveiller. Il sent en sécurité. Voilà. Donc du coup, on le voit se réveiller, sa femme le prend dans les bras, il se rendort. Et à ce moment-là, je trouve le moyen de figurer, en fait, Frank qui va rejoindre un de ses amis qui a été tué dans la cour. Donc dès qu'on voit Barclay, on se dit, c'est un problème là, parce qu'il est mort, lui. On se rappelle bien. Puis lui, il est resté jeune. Ouais. Et alors que Frank a vieilli. L'âge qu'il a, à 70 ans. Et donc, il retourne dans la prison. Il remet son bonnet iconique et il a sa moustache blanche et il avance dans la prison. Et en fait, il part de l'isolement, là où il était enfermé pendant des jours et des jours, où il a été torturé et tabassé. Et il sort avec lui et ils vont dans la cour et tous les détenus sont là et ils lèvent le bras et ils disent il explique d'abord qu'il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu, que le but a été de faire avancer les choses et qu'on espère que ce qu'ils ont fait a servi à quelque chose.
et que pour le reste, c'est que le début du combat et qu'il y a encore énormément de choses à faire. Voilà. Du coup, c'était un peu quelque part, c'est la seule partie un peu, on va dire, fantaisiste par rapport Oui, au c'est tout ça. le reste Je voulais qui est finir sur une biographique, touche, prendre un petit peu de distance avec la réalité. Pour moi, dessiner le décès de Franck m'était physiquement impossible, en fait. Après avoir passé autant de temps avec lui sur le papier, je pouvais pas le faire, en fait. Pas de façon littérale, en tout cas. Voilà, je pouvais. Lui, de toute façon, Jared ne l'aurait pas écrit. Et moi, même s'il l'avait écrit, j'aurais pas pu le dessiner. Donc, il n'y a pas grand-chose que je peux pas dessiner, mais ça, franchement, ça aurait été pas possible. Donc, du coup, il avait laissé ça ouvert. Il m'a laissé il m'a autorisé à le faire. Et mon implication au niveau scénaristique, a consisté entre le début et la fin, où j'ai voulu faire une entrée en mise en scène un peu plus visuelle et une fin exacte, voilà, pour finir aussi de la même façon. Et il m'a entièrement fait confiance et il était très content du résultat. Ok. J'ai aussi une question à te poser sur la mise en couleur. Parce que du coup, c'est pas un roman graphique qui est très coloré dans le sens où c'est pas des couleurs vives. Ça, il y a même une tonalité sépia. Enfin, moi, c'est ce que j'ai écrit quand j'ai fait un papier dessus. C'était quoi les choix qui t'ont motivé sur cette approche colorimétrique? Pour moi, il y a deux sortes de couleurs en bande dessinée, quel que soit le genre. Il y a le coloriage, la mise en couleur, et il y a la couleur émotionnelle. Ouais. Donc, moi, le coloriage ne m'intéresse pas. Si je dois juste expliquer que l'herbe est verte et le ciel est bleu, les gens regardent par la fenêtre et ils savent à quoi ça ressemble. Je peux faire le bouquin en noir et blanc, c'est très bien comme ça. Par contre, si je peux ajouter des émotions, si je peux rajouter de la narration par la couleur, à ce moment-là, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai une base de texture sable qui a plusieurs en fait utilisations. La première, c'est je voulais un bouquin qui ait l'air d'avoir été narrativement et même structurellement fait dans les années 70. Donc je voulais pas du blanc du papier. C'est pour ça que ma seule requête pour le lettrage, je leur ai dit, s'il vous plaît, pas de blanc dans les bulles. Vous remettez la texture du fond de ma page dans les bulles comme si c'était du papier jauni, en fait. Okay. Pas de bulles qui vont ressortir, pas de blanc de papier, en fait. Il y a du blanc de papier. Le blanc du papier, on le voit une seule fois dans tout le bouquin, c'est quand il y a du gaz, le gaz blanc qui est en train plus ou moins d'entourer Franck. C'est tout. Le reste du temps, la couleur des bords, des gouttières, tout ça, c'est la même que celle des dessins, c'est-à-dire le fond de ma texture. L'avantage de cette texture, qui est couleur sable, si je la multiplie plusieurs fois, je commence à avoir un espèce de brun assez séduisant et j'ai la couleur de la peau de mes personnages afro-américains, comme ça. Donc du coup, le sable, c'est les blancs, les caucasiens, et la couleur un peu plus sombre, mais dans la même tonalité, c'est les afro-américains. Et si je refais encore quelques effets, toujours avec la même texture, et que je rajoute un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, immédiatement, j'ai des effets de couleurs qui me permettent de moduler l'émotion à travers le bouquin. Donc du coup, je me limite à 5 couleurs maximum. Je pense que j'en ai dû utiliser 3. Et parce qu'on est dans une couleur un petit peu orangée, un petit peu jaune pâle. Et la complémentaire, c'est un espèce de bleu pâle. Et ce bleu pâle, c'est la couleur du ciel. Donc si je rajoute quelques effets de bleu, comme j'ai fait pour la première page, ça me fait ma perspective atmosphérique et en même temps, rien qu'en mettant un petit peu de bleu dans le ciel, je sépare mon image et je fais une espèce de composition qui est intéressante. Donc, contrairement à ce que j'ai pu lire, pas chez toi, mais ailleurs, les couleurs ne sont pas ternes, elles sont unifiées et faussement monochromatiques. Parce que on est dans la même ambiance, dans les mêmes tons de couleurs, mais de temps en temps, je rajoute du rouge, j'ai rajouté du vert à un moment, j'ai rajouté du bleu, et après du jaune, et puis après, basta, quoi. Donc,
ces couleurs ont une ambiance, une utilité émotionnelle. Et donc, j'utilise aussi les couleurs en fonction de leur signification pour les gens, parce que le but, c'est de faire de la communication. Donc, si par exemple, je dis, pour moi, le bleu, c'est sombre, pour les gens, ça ne le sera pas. Et quand ils vont voir mon image, ils ne vont pas trouver ça sombre. Donc, la couleur qui reste et qui restera toujours avec la même signification pour tout le monde, c'est le rouge. Donc, évidemment, dès qu'on est pendant le massacre, ça vire au rouge immédiatement et le rouge commence à prendre de plus en plus d'importance jusqu'à avoir des cases qui sont entièrement rouges. Et ensuite, on redescend petit à petit. Au moment de la torture avec Franck et avec les autres détenus, on revient sur du rouge, rouge orangé. Et après, on repart jusqu'à la fin. On a du rouge au moment du rêve, sous la douche. Et après, on repart sur du bleu et on a des couleurs qui sont agréables pour la fin parce que le but est de partir sur un bon feeling. Ok. Là, tu m'as dit que ça vous a bossé pendant 2 ans. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Comment ça s'est passé un petit peu juste la relation, ta relation à 3 du coup avec Jared et avec Boom aussi. Il y avait eu beaucoup de retours, beaucoup d'échanges. Alors, vous n'avez pas parlé, c'était surtout des mails d'abord avec Jared. Avec Jared, moi je suis un obsessionnel du détail. Et donc, je lui ai posé 1 milliard de questions. Il a répondu à ce milliard de questions. Ensuite, je lui ai demandé d'être un collègue bavard. Alors que de temps en temps, je n'ai pas bossé avec beaucoup de scénaristes, mais de temps en temps, t'envoies tes pages à un scénariste et le mec, il fait « OK ». Il fait « Non ». Tu veux un peu plus de retour. Voilà, ça, quoi, tu m'expliques si c'est bon, si c'est pas bon, comment tu le sens. Si tu trouves ça formidable, tu me complimentes et on continue. Et moi, je fais la même chose quand je reçois tes textes. Si c'est juste faire check, on n'est pas au guichet de la sécu. Enfin, on a besoin d'un... C'est pas une super collaboration. Voilà, quoi. On a besoin vous êtes des êtres humains. J'ai besoin d'un peu de feeling et qu'on puisse discuter des choses. Ouais. Donc, du coup, avec lui, ça s'est hyper bien passé. C'est devenu un de mes meilleurs amis. Donc, et je ne l'ai toujours pas rencontré. Hein. Donc, Covid a fait que je n'ai pas pu y aller. Quoi. Donc, mais je compte Jared parmi mes meilleurs amis. Okay. Quand eux, parce que c'est pas moi qui ai fait, c'est eux qui ont réussi à trouver aux États-Unis Patrick et Jared ont réussi à trouver Boom. Et à partir du moment où on avait fait la moitié du bouquin et que la moitié de la séquence de révolte et les pages du début avec Franck qui était en train d'être torturé étaient déjà dessinées, on s'était dit, voilà, soit ils vont dire oui. La note d'intention était assez claire de toute façon dans le projet. Très clair. Ouais. On leur a pas dit, on change rien. On leur a dit, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ensuite, dès qu'ils ont dit, c'est super, merci de venir chez nous. On leur a fait merci de nous prendre, on est super contents. On leur a posé d'autres questions. Vous êtes sûr que ça pose pas de problème? Parce que je voulais pas me retrouver à une semaine du bouclage et refaire les dessins qui me plaisaient le plus. Donc j'ai posé tout un tas de questions. Ils m'ont dit non, il n'y a aucun problème. La nudité frontale ne nous a pas dérangé. On a bien compris que ça avait un effet historique, machin, tout ça et tout. Donc on était entièrement supporté par notre éditeur. Quand on a rendu toutes les pages, ils ont posé toutes les bonnes questions pour nous permettre de faire le meilleur livre possible. L'éditrice Sierra Chan m'a même convaincu d'inverser un ordre de séquence. Et elle avait entièrement raison. Non, ça s'est hyper bien passé. Ils ont vraiment été formidables avec nous et on était tout le temps surpris en fait, tous les jours surpris. Déjà pendant les premiers mois où on travaillait en étant signé chez eux, on n'y croyait pas, franchement. On était en train de se dire, on est en train de le faire, ça va être possible, ce bouquin il va sortir. Et quand on montrait les pages, on a montré les pages dès le début à Bob Camp, qui est le créateur de Ren and Stimpy, le dessin animé des années 90 assez mythique, qui a créé toute cette espèce de style convulsionné de personnages en dessin animé.
Et Bob Kang était notre plus grand supporter. C'est lui qui a réalisé le trailer quand on a fait après la bande-annonce du bouquin. Donc on était aux anges. Tout s'est très 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 bien passé. Qu'on a eu zéro conflit, compréhension. Ils nous ont écoutés. Ils ont vraiment bossé. On a fait la couverture de Publisher Weekly aux États-Unis. Enfin voilà. Donc c'était. Et c'était vous qui gériez les droits d'adaptation pour la France ou ça s'est fait? Non. Moi, je laisse les maisons d'édition faire leur boulot. Ouais. Et si je travaille avec une maison d'édition qui ne fait aucune traduction, aucun débouché, à l'avenir, je calme un peu mes collaborations avec eux. Mais si les éditeurs font leur boulot et qui est de faire en sorte que tout le monde voit le livre le mieux possible dans le maximum de langues, et quand le bouquin est rentable, ça assure le fait que ça rend la relation pérenne et on peut continuer à travailler ensemble et faire des bouquins qui sont intéressants et essayer de faire bouger les lignes au maximum qu'on peut, quoi. D'accord. Et justement, sur cette question de bouger les lignes, ce sera ma dernière question pour ce podcast. Ouais. Tu disais que donc Big Black Stand Attica, c'est le 3e volet de ta trilogie après Muhammad Ali et Angela Davis. Et forcément, donc il y a aussi une thématique assez commune sur la question noire américaine, assez frappante. Quel est pourtant un peu je dirais le rôle en fait que peut avoir la bande dessinée quand elle se fait le témoin et le devoir de mémoire en fait de ces récits de personnes ou d'événements qui sont importants en fait vis-à-vis de l'évolution des questions sociétales. Alors je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est le film de Malcolm X par Spike Lee, qui a purement et simplement appris à toute une génération d'Américains qui était Malcolm X. Et d'ailleurs il l'a fait parce qu'il réalisait que la jeune génération ne savait pas qui était Malcolm X. Et le deuxième exemple, c'est Watchmen, la série HBO, où dès le premier épisode, ils ont fait le massacre à Tulsa de 1921. Et du jour au lendemain où cet épisode est passé, les gens non seulement ont découvert ce qui s'est passé, ils ont repris des livres d'histoire en se disant mais pourquoi ce truc n'est pas dans le livre d'histoire. Ils ont commencé à chercher tous les autres massacres qui avaient été oubliés et ils ont même fait une plaque à Tulsa pour dire c'est ici qu'a eu lieu le massacre. Et tout ça parce que Lindelof a décidé de faire l'adaptation de Watchmen sur HBO. Donc on ne se rend pas compte des fois de l'influence que peut avoir une œuvre artistique dans le monde réel. V pour Vendetta, le masque de V est devenu le symbole de la contestation à travers le monde. Quand Miller il a fait Golden Child, le spin-off de Dark Knight, quand ils ont fait les contestations à Hong Kong, ils ont repris cette image pour lutter contre l'impérialisme chinois. Ça a valu des soucis à DC Comics. Ça a valu des soucis à DC Comics, mais ils ont quand même tenu un minimum. Donc c'était ils sont semi-excusés, mais ils ont quand même tenu. C'était pas mal. C'est le bouquin de Miller, donc il fallait qu'ils tiennent, quoi, s'ils veulent continuer à travailler avec lui. Donc voilà. Donc techniquement, mon but est de pouvoir rappeler des faits historiques qui sont soit de temps en temps oubliés, soit d'aller en profondeur, comme l'histoire de l'importance de Muhammad Ali sur son rôle sur l'expansion des droits civiques aux États-Unis à l'époque, le fait qu'ils disent Black is beautiful. Enfin, ils ont dit Black is beautiful, mais Muhammad Ali l'a montré. Et du coup, il a montré que des choses étaient capables d'être faites. Il a montré qu'on était capable de dire non au Vietnam. Il a montré qu'on était capable d'être musulman et d'être quand même un champion et de se battre pour ses convictions. Angela Davis a été en prison. Elle a lutté après contre la prison et toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour être racontées. Et j'espère qu'à l'avenir, j'aurai la possibilité de raconter des choses équivalentes, mais de l'histoire française. Quelque part, tu as déjà fait quelque chose qui touche aux émeutes de banlieue. Moi, j'ai fait 2 livres réellement qui se passaient en France. Le premier s'appelle Légal. C'est une sorte d'histoire d'anticipation où on imagine que le second mandat de François Hollande légalise le cannabis en France et on explique comment ça peut arriver. C'est pour dire comment on est dans la science-fiction. Et l'autre, c'était, comment on appelle ça, Fils à papa. Voilà. C'était une histoire
avec des éléments semi-autobiographiques, mais qui racontait l'histoire de Omar, un jeune de banlieue qui se faisait, qui voulait s'amuser avec ses copains à balancer des trucs sur les flics en 2005, qui se fait arrêter immédiatement par les CRS dès qu'il sort de chez lui. Il arrive en prison, il fait 2 ans de prison, c'est la double peine, il a la double nationalité, il le renvoie au bled. Et donc on parle de tout ça. Son père est malade 10 ans plus tard, et il faut qu'il revienne en France, mais il a plus la nationalité, il peut plus revenir. Du coup, il passe par le circuit des migrants sur les bateaux boués, tout ça et tout. Parce que dans le résumé, dans l'accroche du résumé, ça, vous placiez l'histoire en octobre 2005 au niveau des émeutes de Clichy-sous-Bois. Ouais, c'est ça. Voilà. Retenu, ouais. Okay. Donc du coup, il y a tout un tas de choses à raconter. Il y a énormément de choses à raconter en France. C'est plus facile, par exemple, pour moi, de raconter des éléments difficiles de l'histoire américaine que l'histoire française. Donc, je suis jeune. Les choses arriveront quand elles arriveront. Mais on a des pistes, ouais. Ouais, et puis on sent quand même, et ton travail parle pour toi, que c'est important aussi de t'engager, en fait, et de parler aussi de choses qui te tiennent à cœur en bande dessinée. Ah ben oui. Puis je pars du principe, là, tu vois, tu me tends un micro, je pars du principe que quand on fait un bouquin et on est lu par 1000, 2000, 4000, 5000, 10 000 personnes, on vous tend un micro, en fait. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce micro. Soit vous chantez Tiroli Pimpon sur le Chihuahua, soit vous faites une conférence sur la contextualité. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Le but est d'arriver, grâce au visuel, à présenter ça de la meilleure façon pour pouvoir... soit on arrive à intégrer l'histoire réelle à l'intérieur de fiction, comme j'ai fait sur... quand je parle de la légalisation du cannabis dans Légal, je travaille avec un journaliste du Monde diplomatique. On s'est archi-documenté. À l'époque, on était nickel sur le sujet. On avait même une préface de Stéphane Gatignon à l'époque qui nous parlait de Sevran et qui nous avait raconté pendant 1 heure, 2 heures, il nous a raconté ce qui se passait dans sa ville. On a réécrit le tome 2 quand il nous a raconté tout ça parce qu'il y a des trucs qui étaient énormes. Donc, on était hyper documenté, mais c'était une histoire de fiction. J'ai eu la chance de faire des biographies qui me permettaient de plus faire de fiction. Si je voulais raconter une histoire directe. Maintenant, mon but est de faire les deux, de mélanger de la fiction avec des choses réelles, comme font énormément de romanciers et romancières. Et le fait d'avoir fait cette trilogie va faire un socle qui va me permettre de me donner une petite légitimité pour pouvoir m'attaquer peut-être à tel ou tel sujet. Mais ça peut être encore de l'histoire américaine, ça peut être de l'histoire européenne, ça peut être... Là, on va faire un livre qui va sortir en février sur les zoos humains, les zoos dans lesquels on met des humains. Ok. Lequel ? Le titre ? Non, j'ai dit ok. Non, j'ai dit ok parce que je ne savais pas qu'il y avait des zoos humains. Il y avait donc, par exemple, au jardin d'acclimatation à Paris, donc Porte-Maillot, il y avait des cages avec des singes, il y avait des éléphants qui se baladaient et il y avait des humains qui venaient d'Afrique, de Guyane, tout ça et tout. Oui, donc au 19e siècle. Voilà, c'est la période des grandes explorations. C'est ça, voilà. Okay. Donc on a 5 histoires dans ce bouquin qui vont raconter l'origine du racisme moderne, en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un sujet réaliste, mais qui est mixé avec 5 fictions documentées pour pouvoir raconter un sujet. Donc on est déjà en train de faire des choses parce que ça se passe à moitié en France et à moitié aux États-Unis. Ok, très bien. Bah écoute, on ira regarder ça en début d'année prochaine et sur ces belles paroles qu'on va terminer l'émission. Amézien, je te remercie vraiment de nous avoir accordé de ton temps pour pouvoir parler de cette bande dessinée. Donc on vous rappelle juste que Big Black Stand at Attica, c'est disponible chez Panini Comics. Ça coûte 20 € de mémoire. Donc voilà, si l'album vous intéresse au terme de cette émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à vous le procurer. Amézien, tu as plusieurs dates de dédicaces en plus là cet automne 2021, donc plusieurs dates parisiennes, mais tu vas aussi aller partir un petit peu en dehors de oui, Paris. J'ai une date à Nantes le 9 octobre. Je suis dans les Hauts-de-Seine à Bourg-la-Reine pour le lancement du Scorsese, ce sera le 25 septembre.
Et le 1er octobre, je suis aussi à Paris, dans le 15e, à Bulle de Salon. Et je fais le 30 octobre une dédicace au Gilbert Joseph à Saint-Michel, Paris 6. Voilà, donc toutes les dates sont à retrouver. De toute façon, vous tapez Améziane sur comicsblog.fr, vous avez toutes les dates qui sont écrites. Sinon, vous cherchez tout simplement Améziane sur les réseaux sociaux et les visuels sont partagés. On espère que l'émission vous a plu et vous a intéressé. On vous rappelle, et c'est particulier pour les super fans, vu que on adore ces formats, on adore inviter les gens qui font de la BD et de les recevoir chez nous, que le plus important pour permettre à ces podcasts de continuer et de pouvoir faire découvrir le travail des personnes qui y sont invitées, c'est simplement de les partager à fond sur les réseaux sociaux. Donc on compte sur vous, on vous remercie de votre écoute et on vous dit à très bientôt, puisque je l'avais déjà teasé, mais Améziane, on te reverra prochainement pour parler cinéma cette fois. Donc à très bientôt et très bientôt pour le prochain podcast. Salut.